Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Tombouctou, Diré, Niafenke, la même heure partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Dialogue intermalien, les échanges sont encore sur le processus de l'initiative présidentielle. Hier, le comité de pilotage du dialogue a rencontré les centrales syndicales, les syndicats autonomes et le patronat. Il fait chaud, très chaud à Bamako. Hier, le thermomètre a affiché 45 degrés dans la capitale. Selon Mali Météo, les températures pourraient monter jusqu'à 47 degrés. 2024 va battre le record de l'an dernier, annonce la structure. La criminalité transnationale, c'est le sujet d'intérêt de la chronique judiciaire de ce jeudi. Cette forme de criminalité touche aujourd'hui tous les domaines. En quoi est-elle différente des autres formes de criminalité? Comment ces criminels opèrent-ils? Les réponses dans chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Et à l'affiche de la page sport, nous avons le championnat national de football féminin, le championnat national de basketball et la leçon du sport qui nous parle aujourd'hui du dribble en basketball. Ce sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour chers auditeurs. Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale vient de rencontrer les partis politiques. Le comité entend par cette démarche partager les termes de référence et la mission à lui confiée par le chef de l'État, les questions de gouvernance, des poursuites judiciaires, du patriotisme, d'emploi, sans oublier la multiplicité des partis politiques ont été largement soulevés. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, et 3 de ses collègues ont pris part à la rencontre. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issifou Maïga, a fait savoir que la mission assignée au comité est de préparer les conditions favorables au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou. Et nous restons avec le comité du dialogue intermalien qui a rencontré hier les centrales syndicales, les syndicats autonomes et le patronat. Oui, c'est le Matadao. L'exercice vise à partager avec les représentants de ces structures la démarche du comité qui consiste à donner un caractère inclusif au processus. La finalité est de parvenir à une solution consensuelle et durable à la crise qui traverse notre pays. Mohamed Kantao était présent pour Mali Actualité. À moins de 2 semaines du démarrage officiel du dialogue intermalien, le comité de pilotage poursuit sa série de consultations. Ce mercredi, ce sont les mouvements syndicaux qui ont reçu les termes de référence et autres documents leur permettant de disposer d'un certain nombre d'informations sur le processus du dialogue intermalien. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien. Le chef de l'État nous a instruits de ne négliger personne et de faire appel à tous les Maliennes et à tous les Maliens, sans exclusive, et de faire en sorte que chacun puisse librement s'exprimer. Pour le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, le rôle des syndicats est prépondérant dans la recherche de solutions aux maux qui minent le bon fonctionnement de la nation, car il représentant toutes les couches socio-professionnelles. Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Faire entendre vos préoccupations et à contribuer à la recherche de solutions pacifiques et inclusives. Dr Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de société qui vive de façon pérenne sans dialogue. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Pour réaliser la justice sociale, dit-on, il faut écouter les masses laborieuses. Pas de justice sociale sans les travailleurs. Pacte de stabilité sociale oblige, les responsables des différentes centrales syndicales apprécient l'initiative du gouvernement, mais prônent la justice sociale, l'équité, les pardons et la lutte contre la corruption. Abba Diakité, membre de la CSTM. C'est très important pour tout le monde de comprendre un peu le canevas qu'on va utiliser pour dérouler ce dialogue, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il faut comprendre les objectifs visés et aussi les résultats attendus. Sempara Assitan Keita, membre de la CDTM.
Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative d'abord d'appeler les syndicats, essayer de les briefer sur les thèmes de référence et essayer de recueillir leurs préoccupations. Parmi les centrales syndicales présentes à ces concertations, on note la CSTM, la CDTM et la CMT. À celles-ci s'ajoutent les syndicats de l'administration territoriale, de la justice, de l'éducation et des collectivités. Merci Mohamed Kantao. Cette rencontre du comité de pilotage du dialogue intermalien s'est déroulée certainement dans une salle à moins de 20 degrés car le thermomètre affichait hier 45 degrés à Bamako. Difficile de se réunir sous une telle température. La forte chaleur, on en parle. Mali Météo annonce que toutes les conditions sont réunies pour que 2024 batte le record de l'an dernier. Dans les prochains jours, les températures pourront aller jusqu'à 47 degrés. Salimata Dao. Oui, Bourama Traoré, une situation très éprouvante pour la population et encore plus pour les musulmans maliens qui observent en ce moment le jeûne. Face à cette vague de chaleur, quelles sont les attitudes à adopter, surtout pour les jeûneurs? La réponse dans ce dossier signé Barakissa Ouattara. Le ramadan bat son plein, et bien la canicule également. Seulement, les deux ne font pas bon ménage et ce sont les musulmans qui en font les frais. Déterminés à respecter cette obligation religieuse, certains fidèles ne manquent pas d'astuces pour se soulager. Lamine Makadi. Le soleil est très intense. Je n'ai pas d'autre choix que m'asperger d'eau. Mohamed Sissé. Il est évident qu'il est très difficile de pratiquer le jeûne avec cette chaleur. Mais avec la foi, on arrive à tenir. Malheureusement, les alertes météorologiques annoncées par l'Agence nationale se confirment dans les régions sud du pays. La température journalière la plus élevée a été enregistrée à Nara avec 48 degrés à l'ombre. Cette période caniculaire est pourtant encore là pour un bon bout de temps. Bakari Magané, chef du bureau prévision et alerte météo. La température reste encore à la hausse et la tendance, je l'ai dit, elle est toujours à la hausse. Et les températures enregistrées pour Bamako dans les jours à venir vont connaître une légère hausse à partir de 42 jusqu'à 44 degrés, pourquoi pas même 45. Mais la force chaleur, elle est là, et localité par localité, à travers le Mali. Le Mali est donc en train d'enregistrer une période des plus chaudes de son histoire depuis 1950. Tandia Fanta Traoré, directrice générale par intérim de l'Agence nationale de la météorologie. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1950. Et si les tendances actuelles se maintenaient, 2024 sera sans aucun doute l'année la plus chaude observée. Et aussi les records de température maximale du mois de mars se sont déjà établis dans 7 de nos stations en 2024, dont celles de Bamako, Bougouni, Kenyeba, Kita, Koutiala, San et Sikasso. Cette vague de chaleur est bien évidemment due au réchauffement climatique. Bakari Magané, chef du bureau prévision et alerte météo. La partie sud du Mali est soumise à une rentrée de mousson, tandis que la partie nord du Mali, il y a la pression, elle est un peu hausse là-bas. Donc du coup, les deux combinés font que vraiment la sensation va être forte, comme facteur de changement climatique au niveau local. Coïncident cette année avec le ramadan, cette forte chaleur a des conséquences sur la santé. Le risque de faire un AVC reste très élevé en cette période. Professeur Kaya Asetoussouko, chef de service de médecine interne au CHU.J. Avec cette hausse de la canicule, ça peut provoquer une déshydratation importante, puisqu'on perd beaucoup d'eau. Du fait même que l'organisme va essayer de gérer tout ça à travers le thermostat au niveau de l'hypothalamus, ça va faire que l'organisme va mettre en place des mécanismes de marche et à un certain moment, on va suer abondamment, on va perdre beaucoup d'eau. Et cette hypersudation est un peu délétère puisque ça peut engendrer une déshydratation et également une hypercoagulabilité au niveau vasculaire. Il faudra donc surveiller de près les enfants et les personnes âgées. Au sujet jeûneur, il est impératif de ne pas insister lorsque le corps ne répond pas. Après la rupture, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et prendre beaucoup d'aliments sucrés pour ceux qui ne sont pas diabétiques.
Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Nous sommes au sud du Sahara et nous avons des climats très excessifs. Il est important que celui qui gêne puisse s'hydrater après les ruptures devant n'importe quel signe allant dans le sens de malaise, d'éblouissement, jusqu'allant à des cas graves de syncope. Il est important que nous puissions rompre le jeûne et aller vers une structure de santé où on peut vérifier un certain nombre de paramètres. Les jours à venir seront également déterminants. Selon l'Agence nationale de la météorologie, il faut s'attendre à des records en ce mois d'avril et à des jours chauds consécutifs. Quant aux acteurs de la santé, ils conseillent d'être à l'écoute de son organisme, de se mettre à l'abri du soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, de porter des habits légers et de privilégier la consommation d'aliments riches en eau. Voilà, comme les autres régions du Mali, Ségou n'est pas épargné par la vague de chaleur, une situation qui n'empêche pas de se pencher sur une autre problématique, celle de la sécurité routière. 200 policiers, gendarmes, chauffeurs et personnes handicapées suivent une formation. Bourama. Oui, Salimata Daou, les participants renforcent leurs compétences sur le recouvrement des amendes forfaitaires en matière de circulation routière, le code de la route et bien d'autres sujets. La formation entre dans le cadre d'un forum régional de la sécurité routière. De Ségou, une correspondance de Amidou Diallo. Au total, 200 participants composés des agents de la police et de la gendarmerie, des chauffeurs et des personnes en situation de handicap prennent part à ce forum régional de sécurité routière en 4e région. Cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière en Nazaire vise à former et sensibiliser ses couches sur la bonne conduite de la circulation routière. Baki Traoré, chef d'antenne de la Nazaire Ségou. L'objectif, c'est de promouvoir la sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. 4 jours durant, des thématiques relatives au recouvrement des amendes forfaitaires en matière de la circulation routière et le code de la route seront abordés. Cheikh Mor Sankaré, formateur. Le thème principal, c'est le remplissage de la fiche BAC et son acheminement. Donc la fiche BAC pour nous, c'est le bulletin d'analyse des accidents constatés. Les chauffeurs, c'est le nouveau code de la route. Les personnes en situation de handicap, eux aussi, ils seront formés au code de la route et les conduites sécurisées. Contrôleur général Lassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. C'est une occasion particulière pour nous rappeler que le niveau de l'insécurité au Mali en général est préoccupant et celui de la région de Ségou en particulier, et qu'aucun effort ne doit être ménagé pour inverser cette tendance à la baisse. En marge de cette cérémonie d'ouverture, des dispositifs de sécurité routière et des médicaments de premiers soins ont été donnés aux agents de la police et de la gendarmerie. Ségou, Amidou Diallo et Bakary Traoré pour le RTM. Sur la scène internationale, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dévoile les grandes orientations de sa politique. Lors du traditionnel discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée ce 4 avril, le président Faye a annoncé des concertations en vue de prendre des mesures fortes concernant la vie chère au Sénégal. Autre priorité du nouveau président sénégalais, l'épanouissement de la jeunesse, la réforme en profondeur du système électoral à l'issue des concertations avec la classe politique et la société civile, ou encore la rationalisation des partis politiques et leur financement. Guinée, un groupement d'associations de la société civile et de partis politiques réclame le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, date initialement prévue pour la fin de la période de transition. Le groupement l'a fait savoir dans un communiqué publié mardi. Il s'inquiète du report potentiel, mais pas encore officialisé, du délai de la transition et menace de ne plus reconnaître les autorités actuelles si leur revendication n'est pas prise en compte. Au Burkina Faso, environ 73 morts et plusieurs disparus. C'est le bilan d'une attaque terroriste survenue le 31 mars dernier à Taouri, dans l'est du pays. Parmi les victimes, des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Cette attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Tchad, des affiches et portraits à l'effigie du président de la transition et candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain fleurissent sur des panneaux d'affichage installés sur les principaux axes routiers de N'Djamena et dans certaines villes de province. L'opposition parle d'une grave violation du code électoral qui interdit de faire campagne en dehors de celle prévue du 14 avril au 4 mai. Elle s'en prend à l'organe de gestion des élections qui a finalement réagi hier. L'Agence nationale de gestion des élections a exigé à tous les candidats le retrait des affiches et autres portraits
de campagne sur l'ensemble du territoire national. Au Gabon, les travaux du dialogue national devaient véritablement commencer hier au stade de l'amitié sino-gabonaise avec une réunion en plénière de 600 participants. Mais le gouvernement a préféré décaler le début de ces travaux pour former les participants. La ministre de la Réforme des institutions, Muriel Menkoué Mitsa, avance surtout des ajustements nécessaires pour justifier ce report. En République démocratique du Congo, les propos du cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe pascale du 31 mars 2024 font réagir le gouvernement. Le chef de l'Église catholique congolaise avait estimé que les récents ralliements au M23 sont en partie dus à des gestes qui blessent les autres, qui fragilisent la communion nationale. Une poignée de membres du parti de l'ex-président Joseph Kabila a rejoint la rébellion du M23 dans l'est du pays. Le gouvernement considère outrancier les propos du cardinal et dit attendre des clarifications. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, s'est exprimé hier à ce propos lors d'une conférence de presse. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours contre la loi anti-homosexualité promulguée au mois de mai 2023. Baptisée loi anti-homosexualité 2023, le texte prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Un délit d'homosexualité aggravé est même passible de peine de mort. Le recours déposé par des militants des droits humains, des professeurs de droit et 2 députés du parti majoritaire appelait essentiellement à l'annulation de l'intégralité de la loi anti-homosexualité de 2023. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a averti hier les députés de ne pas s'accrocher au pouvoir. Une déclaration qui intervient quelques semaines après que son ancien rival devenu député ait proposé un report des élections prévues pour décembre. Le président Kiir a déclaré qu'une prolongation de la période de transition avant les élections priverait les citoyens de la possibilité de choisir leurs dirigeants et a exhorté le Parlement à adopter les lois nécessaires pour ouvrir la voie aux élections. En Afrique du Sud, la présidente de l'Assemblée nationale démissionne. Nosiviwe Mapiza Nankula doit répondre à des soupçons de corruption. La justice lui reproche d'avoir accepté pour plus de 100 000 euros de pots de vin entre 2016 et 2019 quand elle était ministre de la Défense. Ma démission n'est en aucun cas un aveu de culpabilité, a-t-elle précisé dans sa lettre d'adieu à l'Assemblée nationale rendue publique hier. Et pour boucler cette page inter à Bruxelles, les 32 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis pour 2 jours. Ils ont décidé hier de prendre en main l'aide directe apportée à l'Ukraine par le groupe de contact du groupe de Ramstein, dont la direction est exclusivement assurée pour l'instant par les États-Unis. Ce jeudi, une cérémonie marquera au siège de l'OTAN le 75e anniversaire de la signature du traité de l'Atlantique Nord au traité de Washington. Les membres de l'Alliance devraient également discuter d'une proposition d'un fonds pour l'Ukraine de 100 milliards d'euros sur 5 ans. Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h17 à Bamako. Et c'est l'heure du sport. La 6e journée du championnat national de football féminin a été jouée hier. En basketball, la 3e journée du championnat national démarre demain vendredi avec 4 rencontres. Dans la page sport de ce jeudi, il est également question de la leçon du sport qui nous parle du dribble en basketball. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdelkarim Kaba. Basketball, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 démarre demain avec 4 rencontres. Outre AS Real de Bamako, Stade Malien de Bamako, en dames et messieurs, il y aura Calaban Sport Club, Djoliba Athletic Club. Atar Club de Kidal jouera contre Centre de référence de basketball de Tombouctou. Cette journée sera bouclée samedi avec 4 autres rencontres, notamment Isfas Sili, AS Police AS Commune 1 en hommes et en dames. L'USFAS affrontera le centre Bintou Damel de Koulikoro et l'AS Police jouera contre l'AS Mandé de la commune 4. Football à présent chez les dames, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 a été jouée hier. L'AS Real de Bamako a perdu devant l'AS Police 1 but contre 2. 2 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Centro UFC et Saramaya de Kati sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'AS Entente de Sirakoro a perdu 1-3 devant les Amazones de la commune 5. Dans la rencontre phare de la journée, l'USFAS a perdu 1-2 face au Super Lion d'Amdalaï. À Sikasso, l'AS Momo de la localité et l'AS Real de Bamako ont fait match nul
2 buts partout. La dernière rencontre de cette 6e journée opposera demain vendredi l'AS Étoile de Bouni et l'AS Soudoubaba. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le dribble en basketball. Dribbler est redoutable et efficace pour dominer sur le terrain de basketball. Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, ces techniques vous aideront à améliorer votre jeu et à surprendre vos adversaires. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Le dribble est un fait de jeu important en basketball. Le dribble commence quand un joueur qui contrôle un ballon vivant le projette vers le sol et le récupère avant qu'il ne touche un autre joueur. Le basketball ne peut pas se pratiquer sans le dribble. Alpha Barrio Jackson, instructeur FIBA. On ne peut pas jouer au basket sans dribbler. On dribble pour éliminer l'adversaire. On dribble pour faire la passe. On dribble pour tirer. Donc, le dribble nous amène à dire que dans cette action, on peut avoir 3 choses, comme d'après les entraîneurs. Triple menace. En dribblant, on dribble, on fait la passe, on tire. Donc, la base, ou si vous voulez, le sous-passement même, c'est le dribble. Le dribble a un début et une fin. Si le joueur touche simultanément le ballon des 2 mains, ou il laisse reposer le ballon dans l'une des 2 mains, il n'y a pas de dribble. Il dribble, volontairement, il met fin à son dribble. Il a 2 possibilités. Il tire ou il fait la passe. Maintenant, il ne peut plus reprendre ce ballon pour dribbler. L'arbitre va siffler qu'il y a reprise. Au basketball, il n'y a pas de limite de hauteur du ballon pendant le dribble, même si cette action n'est pas recommandée. Dans le dribble, il y a possibilité de violation. Alpha Barrio Jackson. La balle portée, on a tendance maintenant, le jeu rapide, on a tendance à ne pas siffler. Je ne dis pas qu'on ne siffle pas, mais il faut que ça soit exagérément fait. Quand vous prenez le ballon dans la pomme, vous la faites monter, pomme ouverte, après vous la ramenez au sol, pomme fermée, et à portée du ballon. Il existe diverses manières de dribbler avec un ballon de basketball. Chronique judiciaire. Elle s'intéresse jeudi à la criminalité qui peut prendre une forme transnationale. Elle implique plusieurs personnes qui respectent les ordres d'un chef ou d'un comité de direction pour faire des profits à travers des méthodes illégales. La criminalité transnationale organisée touche aujourd'hui tous les domaines. En quoi est-elle différente des autres formes de criminalité? Comment ces criminels opèrent-ils? Les réponses dans Chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Trafic de drogue, de migrants, d'armes à feu, de produits contrefaits, de la traite d'êtres humains, du blanchiment d'argent sont des activités liées à la criminalité transnationale organisée. Entreprise en continu, chaque pays définit la typologie de la criminalité transnationale organisée en fonction des problèmes auxquels il fait face. Ag Oussa Mohamedine, procureur de la République, pôle national économique et financier. Le premier, c'est la gravité. Le second, c'est le fait que ça va au-delà des frontières. Ce n'est pas de la criminalité transfrontalière, mais c'est de la criminalité organisée. Donc, dès qu'il y a un facteur d'extranéité, donc on parle très souvent de criminalité transnationale organisée, mais dans un cadre limitativement défini par la loi. Et c'est ça qui est important. Parce que si on dit que toute infraction qui est commise dans un État, mais qui a des conséquences dans un autre État, est de la criminalité transnationale organisée, on a tout faux. C'est une forme de criminalité qui est définie par la loi. C'est ce qui fait que la physionomie de la criminalité transnationale organisée dans notre pays, comme dans les pays du Sahel, n'est pas la même que dans les pays du Golfe, n'est pas la même que dans les pays, par exemple, de l'Afrique centrale. La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles motivées par le profit. Un peu différente de la criminalité à col blanc, la portée spatiale implique plus d'un pays. Il est à ce niveau bon d'identifier les groupes criminels et savoir les circonstances dans lesquelles ils s'opèrent en impliquant les techniques sophistiquées. On les identifie à partir des règles de procédure de droit commun classique d'abord, auxquelles viennent s'ajouter, et c'est ce qui est intéressant, des règles spécifiques qui ne sont qu'applicables pour ces formes de criminalité. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui dans ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête. Ce sont en fait des techniques qui existaient depuis, mais qui aujourd'hui, de par la force des choses, eh bien, les législateurs n'ont pas eu d'autre choix que de les intégrer dans les dispositions des lois pour permettre aux acteurs de justice, de la chaîne pénale en particulier, d'intervenir pour pouvoir identifier et interpeller, arrêter éventuellement des gens qui auraient commis ce genre d'infractions.
Conformément aux conditions prescrites dans le droit interne, les pays prennent les mesures nécessaires et appropriées. Les États, selon le procureur, peuvent faire recours à des techniques d'enquête spéciales en vue de combattre les réseaux criminels. Ces techniques spéciales d'enquête, vous avez les écoutes téléphoniques, vous avez les saisies, les perquisitions qui dérogent à ce que nous connaissons dans le droit commun, vous avez les infiltrations, vous avez les livraisons surveillées, il y en a beaucoup. Vous avez la possibilité de même procéder par des enquêtes sous pseudonyme. Donc c'est l'ensemble de ces méthodes d'investigation qui traditionnellement étaient des méthodes d'investigation des services de renseignement que le droit a imposé forcément et naturellement pour faire face à ces genres de criminalité. Ceux qui s'adonnent à cela, s'ils cessent, c'est tant mieux. Mais s'ils ne cessent pas aussi, ils auront une réponse organisée, adaptée. La criminalité transnationale organisée menace la paix et la sécurité humaine. Elle conduit à des violations des droits de l'homme et sape le développement économique, social et culturel. C'est la raison pour laquelle chaque pays adopte les mesures plus sévères afin de contrecarrer, de prévenir et de combattre cette mafia transnationale organisée. Merci et Garibou Pérou qui nous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro de chronique judiciaire. Ainsi s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Dao et à Badji Sangaré qui nous ont aidés à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale. Fatim Dambélé s'installe dans quelques instants pour les avis et communiqués. Merci à tous et bonne suite de programme sur Radio Mali.